Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de l'entrepreneur. Avec le numérique, les moyens de paiement se multiplient. La carte bleue ou le chèque, grand favori de ces dernières années, doivent laisser leur place à de nouvelles façons de réaliser sa transaction. Et les marketplaces ont largement contribué à ces nouveaux usages. Quoi de nouveau dans les paiements en 2020? Nous en parlons avec Vincent Ducroet, VP of Strategy, Product Offer et Marketing chez Ingenico. Bonjour Vincent. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons également avec Christophe Bourbier, Chairman et CEO chez Limonetic. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors avant de parler du coup de ces nouveautés dans les paiements en 2020, peut-être un petit mot sur chacun d'entre vous. On va commencer avec vous Vincent. Ingenico, on connaît les TPE en boutique. Un mot peut-être du coup sur votre rôle au sein d'Ingenico et sur les nouveautés chez Ingenico. Très bien. Donc mon rôle, je pilote donc toute la partie marketing chez Ingenico, notamment dans la division entreprise, qui est la division avec laquelle collaborent les grands marchands pour avoir des solutions de paiement. Donc évidemment, on est connu pour la partie terminal parce que c'est ce que vous utilisez régulièrement dans les magasins. On connaît tous votre logo quand on passe sa carte bleue. Exactement. Donc aujourd'hui, on en produit entre 8 et 9 millions par an. On a une base installée à peu près de 35 millions de terminaux dans le monde. Donc on est leader sur ce marché-là. Donc ça, c'est un peu la face visible de l'iceberg. Néanmoins, en fait, on fait beaucoup de choses derrière le terminal. On connecte le terminal avec la banque. Donc on sécurise tous les flux transactionnels. On apporte de la valeur aux marchands pour monitorer ces paiements. Mais on offre aussi les solutions de paiement sur Internet pour que les marchands puissent avoir des sites Internet et que les consommateurs puissent acheter sur ces sites Internet avec le bon moyen de paiement. Et alors, même question Christophe Bourbier, avant de parler effectivement du partenariat que vous avez ensemble, Limonetic, un mot du coup sur la mission de Limonetic. Alors Limonetic, nous on est un petit peu moins connu qu'Ingenico, un peu moins connu du grand public et pour cause. Nous finalement on travaille notre plateforme de paiement, on fait du paiement aussi, hein. On travaille pour les acteurs de la chaîne du paiement comme des grands acteurs comme Ingenico. Nous notre métier, notre vocation c'est en fait d'aller enrichir les solutions de paiement existantes avec des moyens de paiement, vous les avez indiqués, alternatifs qui remplacent un peu la carte bancaire aujourd'hui. Et donc on a 185 moyens de paiement qui sont connectés sur la plateforme chez Limonetic, on couvre une soixantaine de pays et puis on est assez bon dans tous les montages marketplace, je pense qu'on va y revenir derrière. Voilà ce qu'on fait chez Limonetic. Et alors vous travaillez ensemble sur quel sujet, comment est-ce que vous accompagnez du coup les marchands dans leur paiement? On travaille ensemble depuis maintenant de nombreuses années. Ce qui est important, c'est un peu c'était le but de l'étude que nous avons réalisée avec Limonetic, c'est d'offrir les bons moyens de paiement aux bons commerçants. Évidemment, en France, on a l'habitude d'utiliser sa carte bancaire sur Internet pour acheter des produits. Bien sûr. En fait, il y a des pays où la carte bancaire n'est pas du tout utilisée. Ils ont d'autres méthodes de paiement, soit pour des problématiques de régulation dans le pays, soit parce que les consommateurs ont adopté un autre moyen de paiement. Donc, ce qui est important pour nous, c'est d'offrir les bons moyens de paiement à chaque commerçant et c'est pour ça qu'on travaille avec Limonetic notamment pour offrir les bonnes méthodes de paiement à chaque commerçant dans chaque pays dans lequel le commerçant veut avoir des opérations. Et alors ces commerçants qui nous regardent, s'ils se posent la question début 2020 de savoir quelles sont les nouveautés côté moyens de paiement, comment est-ce qu'ils peuvent encaisser de nouvelles transactions ou quelles sont les évolutions auxquelles ils vont devoir faire face, qu'est-ce qu'on peut leur répondre Christophe? Alors on leur répondrait que c'est peut-être pas les nouveautés auxquelles il faut s'intéresser mais plutôt regarder, et ça encore c'est l'infographie qu'on a fait ensemble qui nous l'a dit, quels sont les moyens de paiement, non pas les nouveautés, mais les moyens de paiement qui sont là depuis un petit moment et qui font des gros volumes. Si on regarde à un niveau mondial, quelques chiffres intéressants quand même, on se rend compte qu'au niveau mondial, sur le online, 75% finalement des transactions internet et mobiles se font avec autre chose que de la carte de crédit Visa Mastercard. C'était pas vrai il y a 10 ans ni 20 ans, encore moins. Et donc ça veut dire qu'il y a 75% de ces achats qui vont se faire avec des wallets chinois. Les gens connaissent peut-être Alipay ou WeChat. Mais au niveau plus européen, en fait, c'est vrai que la carte de crédit, c'est une réalité très franco-française et un peu anglaise aussi. Donc on paye beaucoup en carte de crédit en France, mais si vous allez en Allemagne, c'est plutôt ce qu'on appelle du direct banking. Si on va en Belgique, c'est pas très loin, c'est nos voisins, ils n'utilisent pas Visa Mastercard, ils utilisent encore une autre solution de paiement. Au Brésil, au Portugal, pardon, ça va être du multibanco, etc., etc. Dans le monde, on s'est rendu compte qu'on avait plus de 300 moyens de paiement qui sont importants, qui font des volumes importants, et donc pour le marchand, pour revenir vers lui, il faudrait lui dire, regarde pas trop les nouveautés, aussi les nouveautés, il y en a quelques-unes, elles sont intéressantes. En revanche, regarde les moyens de paiement dans chaque zone où tu veux aller vendre tes services et tes produits et installe ces moyens de paiement qui font sens dans ces pays à l'international. Donc ça veut dire que pour une marketplace française par exemple, on s'attend effectivement à pouvoir rentrer ces codes de carte bleue sur la marketplace, mais il faut anticiper que il y a plein d'autres moyens de paiement qu'il faut intégrer sur son site quand on veut se lancer à l'international. Tout à fait. Alors notamment on peut donner un exemple qui est intéressant puisqu'on parle des nouveautés, qui est l'Instant Payment. Donc c'est la possibilité de faire des virements bancaires de manière
manière très simple et instantanée, ce qui aujourd'hui n'existe pas forcément dans le marché français. C'est la même chose que ce que vous appeliez le direct banking ou c'est encore autre chose? Alors c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est là la complexité de notre industrie. C'est pas tout à fait la même chose. En fait, l'instant payment, c'est une volonté européenne de mettre en place un moyen de paiement instantané qui est un virement bancaire. Et l'avantage de ce moyen-là, c'est que dans le cadre des marketplaces, si par exemple vous avez des marketplaces qui proposent des produits ou des services assez chers, avec des prix assez élevés, en fait la carte bancaire arrive un peu à la limite de son modèle et ça peut être compliqué d'utiliser sa carte pour acheter des produits. Donc c'est là où l'instant payment par exemple peut être une bonne alternative qui va arriver en 2020 pour les consommateurs. Et donc là effectivement il faut intégrer la solution sur sa marketplace ou sur son site internet pour pouvoir recevoir cet instant payment. Ça marche aussi en boutique ou c'est que sur une marketplace ou que sur un site internet? Alors aujourd'hui ça peut marcher en boutique. Ce qu'on voit c'est qu'en boutique, comme vous avez une relation physique entre le vendeur et le client, il y a toujours une autre manière. On peut faire des chèques, on peut faire d'autres méthodes de paiement peuvent être accessibles. Alors que sur internet, il y a moins de relations directes entre le vendeur et le client. Donc le client est un peu plus zappeur. Du coup il peut facilement aller sur un autre site web si sa carte ne fonctionne pas sur le premier site. Donc je dirais que l'instant payment, les premiers use cases qu'on voit arrivent plutôt côté e-commerce. Maintenant que tous les grands marchands nous demandent des solutions côté magasin également. Alors Christophe, vous nous avez parlé donc du coup des différentes façons de payer selon les pays. Il y a également une autre nouveauté là qui entre en vigueur en 2020, c'est la DSP2. Qu'est-ce que ça va changer pour vous, acteurs du paiement, et pour les commerçants? Alors la DSP2, la directive des services de paiement numéro 2, hein, on avait déjà numéro 2. En fait, moi si je la schématise un petit peu, et puis il y a cette histoire d'instant payment qu'on a juste abordé, qui vient aussi de cette DSP2, là, cette capacité de pouvoir faire ces instant payments un petit peu en concurrence avec Visa, Mastercard, il faut le dire. En tout cas, cette DSP2, elle permet, l'Europe a souhaité qu'il n'y ait pas que les banques, quelque part, si je schématise, qui puissent jouer avec les comptes des gens et qui puissent jouer un peu avec l'argent. Donc laisser entrer de nouveaux acteurs. On en fait partie, Ingenico surfe aussi là-dessus, qui vont donc, un peu comme ce que faisaient les banques il y a quelques années, vont pouvoir aussi simplifier la gestion des flux d'argent, vont pouvoir simplifier la gestion des comptes et ce qu'on va pouvoir en faire avec ces comptes. Donc l'instant payment en fait partie aussi, quelque part. Et donc cette DSP2, ça a été un énorme bouffée d'oxygène, j'allais dire, dans l'innovation qu'on peut faire autour des paiements et des flux de paiement qui est autour. Alors évidemment, comme on met de l'oxygène, il faut aussi mettre des règles pour pas que n'importe quoi puisse se faire avec l'argent des utilisateurs. Et donc il y a aussi quelques règles contraignantes qui ont été imposées par l'Europe. Mais avant tout, la DSP2, ça a été énormément d'innovation autour du paiement et de la gestion des flux. Et l'instant payment que vous indiquez en fait partie. Tout à fait. En fait, le fondamental de la DSP2, c'est vraiment de favoriser l'innovation, d'aider des fintechs à se créer et à se développer, et à proposer de nouvelles solutions, aux marchands mais aussi aux consommateurs, histoire que l'Europe soit un peu plus forte et que les grands acteurs qui fournissent des solutions de paiement soient un peu plus européens qu'en dehors de l'Europe, américains ou asiatiques. Donc à l'instant de paiement, est-ce qu'il y a d'autres innovations qui existent aujourd'hui ou qu'on pourrait anticiper sur ces prochaines années? Il va y avoir plein, de par la DSP2, notamment un des sujets poussés aussi dans le cadre de la DSP2 et la lutte contre la fraude sur Internet. Bien sûr, parce qu'il y a toujours, quand on parle de paiement, cette notion de sécurité. Bien sûr, il faut rassurer effectivement les gens qui vont payer à un moment. Tout à fait, parce qu'on joue quand même avec l'argent des Français, donc c'est quand même un élément important. Donc si on veut continuer à avoir une grosse croissance sur l'e-commerce, si on veut continuer à avoir un marché de l'e-commerce stable dans le futur et robuste, il faut lutter contre la fraude sur Internet. Donc aujourd'hui, la DSP2 donne beaucoup de règlements sur comment améliorer ou comment lutter contre la fraude sur Internet et donne plusieurs pistes de réflexion sur comment le futur pourra être. Donc notamment, je pense qu'il y a beaucoup de startups qui vont commencer à émerger pour lutter contre la fraude et proposer des solutions à la fois très sécurisées, mais aussi à la fois simples pour le consommateur, parce qu'on sait que plus on rajoute d'étapes pour le consommateur pour sécuriser l'achat, plus c'est compliqué pour le consommateur pour comprendre. On peut perdre des consommateurs. Donc il y a ce qu'on appelle le taux de conversion. Après pour le marchand, parce qu'il a parce que du coup, c'est le taux de conversion. Donc en fait, le taux de conversion baisse. Donc c'est-à-dire le nombre de gens qui commencent à acheter quelque chose et le nombre de gens qui finissent leur achat diminue parce que le canal d'achat est trop compliqué. Donc il y a probablement plein de startups qui vont arriver dans ces solutions-là pour offrir des solutions sécurisées mais très simples à utiliser pour le consommateur. Oui, c'est un peu l'histoire de ce SMS. Enfin, je pense que pour les gens, je ne sais pas si c'est bien clair. Ce qu'il y a derrière finalement cette sécurisation là, qui se fait, c'est ce SMS que des fois on reçoit là, quand on a fait un achat sur Internet.
sûr, et qui on reçoit sur son mobile Il faut rentrer et qui le est très code aussi par SMS. très complet à copier-coller pour pouvoir le renseigner sur l'app. Et donc souvent on a envie de dire bon ok je fais pas l'achat. Et pourtant c'est pour la sécurité au final. Ça permet d'éviter à des pirates informatiques d'avoir potentiellement accès Voilà, à des c'est données ça. bancaires. Finalement Voilà, il y a quand même un intérêt derrière. Pour conclure, messieurs, en une phrase, du coup, on a parlé des innovations, on a donné un petit panorama du coup aux marchands qui nous regardent des évolutions. Ces marchands, comment est-ce qu'on les accompagne au quotidien, puisqu'il y a des innovations aujourd'hui, il y en aura d'autres demain. Comment est-ce qu'on les accompagne? Peut-être Christophe pour commencer, et ensuite Vincent. J'ai envie de dire, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je crois que c'est rester donc évidemment clair sur les innovations, bien faire la différence entre les choses innovantes qui sont un peu sexy, mais qui ne sont que innovantes et qui vont peut-être pas finalement rapporter La puce des dans le gros poignet, volumes. par exemple. Voilà, c'est très sympathique et puis c'est très sympa d'en parler le soir de Noël en famille, mais c'est peut-être pas ça qui va réellement driver les gros volumes. Donc il y a toujours une distinction à faire entre les innovations un peu sexy qui font un peu plaisir et puis les réelles innovations qui apportent de vrais volumes et qui changent réellement le comportement, je veux dire, des gens en termes d'achat. Voilà, c'est ça qui est important, je crois, dans l'innovation, un tri important à faire. Vincent, pour conclure. Je dirais que ce qui est important, c'est bien discuter avec les marchands pour comprendre leurs besoins. Parce qu'un marchand qui est uniquement français ou européen, en fonction de l'audience ou du type de produit qu'il souhaite vendre, la réponse potentiellement sera totalement différente. Donc il faut qu'on arrive à travailler avec les marchands. C'est le travail qu'on fait tous les jours avec Christophe pour leur proposer la bonne solution pour eux. L'idée, c'est pas d'avoir tous les moyens de paiement affichés sur la page de paiement. Sinon, il y aurait 100 logos et le consommateur serait perdu. C'est d'avoir les bonnes pour que le consommateur puisse acheter et que le marchand puisse vendre ses produits. Merci beaucoup, messieurs, pour votre analyse. Vincent Ducrouet, je rappelle que vous êtes VP of Strategy, Product Offer et Marketing chez Ingenico Entreprise Retail. Christophe Bourbier, je rappelle que vous êtes Chairman et CEO chez Limonetic. Vous avez cité une infographie qu'on peut retrouver, du coup, j'imagine, messieurs, sur vos sites internet respectifs pour avoir un petit peu plus d'informations. Merci à vous. Merci.